Bienvenue à toutes et à tous à cette édition du soir, dont voici le sommaire. La consommation de Kalaba aurait des conséquences sur la santé et quand il s'agit de la femme enceinte, c'est la santé de la mère et de l'enfant qui sont en cause. Quelles sont les raisons qui motivent la consommation du Kalaba? Réponse à suivre. Et cette maladie très peu connue qui se transmet par une mouche appelée tété, la maladie du sommeil, cause, conséquences et manifestations à suivre dans un instant. Enfin, le développement rapide de l'utilisation des téléphones mobiles suscite de plus en plus de craintes quant à ses effets sur la santé. Les médecins neurologues évoquent les impacts des ondes électromagnétiques sur la santé. À nouveau, bonsoir. Depuis 2015 et partout dans le monde, des citoyens ainsi que des artistes agissent pour se réapproprier l'espace public accaparé par la publicité extérieure des grandes firmes. Le 25 mars étant décrété comme la journée mondiale contre la publicité. Cette journée a été créée par un collectif d'associations pour dénoncer l'agression publicitaire. L'affichage publicitaire s'imposant aux yeux des citoyens alors que celle-ci devrait être consultée par choix, considérant la publicité comme un vecteur de surconsommation, de surproduction, de pollution et de destruction du vivant. Ces associations agissent dans un mouvement international d'opposition à l'industrie publicitaire et d'élaboration de solutions qui répondent aux besoins de la population et de la planète. Je le disais à l'entame de cette édition, sa consommation par la femme enceinte est aujourd'hui devenue si anodine que personne n'y accorde plus de l'attention. Et pourtant, ses bienfaits sur la santé sont graves. Appelé Kalaba en fond et argile en français, ce sédiment se digère difficilement et exposerait à des ennuis de santé irréversibles. Mais qu'est-ce qui motive à la consommation du Kalaba et à quoi s'exposent les consommateurs? Explication. Consommé par de nombreuses personnes, le Kalaba est une substance argileuse que l'on retrouve sur des roches sédimentaires. Mais malgré sa provenance, ce produit est pourtant très demandé. J'ai commencé à prendre du Kalaba au moment où j'étais employée et que je travaillais jusqu'au soir vers 17h ou 18h sans rien manger. À la sortie du boulot, je n'arrivais pas à manger un repas pimenté. Le ventre me brûlait. J'ai donc commencé à consommer du Kalaba et cela me soulageait. En plus de ce sentiment de bien-être que l'on ressentirait à sa consommation, le Kalaba est très apprécié des femmes enceintes. Il soulagerait des nausées. Cette vendeuse tente même une explication. Selon moi, c'est une infection qui est à la base du désir de consommer du Kalaba. Et peu importe la vitamine que tu prends, le Kalaba aspire ton sang. Du coup, si tu souffrais déjà de cette infection avant d'avoir une grossesse, c'est évident que tu consommes du Kalaba. Et pourtant, de l'avis des médecins, la consommation du Kalaba est fortement déconseillée. Cela en raison de sa teneur en argile. Sa consommation exposerait la femme enceinte à de graves ennuis de santé. C'est au début de la grossesse et on a besoin de certains produits pour aider la femme pour bien garder sa grossesse. La consommation de Kalaba va éliminer ces produits. Le processus normal de la formation du bébé sera un peu entravé. Donc la grossesse peut ne pas évoluer normalement et peut conduire à des fausses couches, à des retards de croissance du bébé dans le ventre ou peut conduire à des décès du bébé. En lieu et place de la consommation du Kalaba, dont les propriétés seraient sédatives, il est plutôt conseillé de privilégier les aliments riches en fer. Les aliments qui sont riches en fer, nous les connaissons. Nous avons les poissons, nous avons les viandes, les végétaux verts de chez nous. Nous avons aussi les légumineuses, le haricot, le soja, le vanso, le cassoulet, les petits pois, qui sont des groupes alimentaires qui contiennent de très bonnes quantités de fer, de très bons apports nutritionnels en fer. Donc tous ces groupes d'aliments-là, en les mangeant de façon diversifiée, ça peut vraiment combler les besoins en fer et faire en sorte que la femme enceinte ne souffre pas d'anémie. À l'évidence, consommer du Kalaba peut donner l'impression de soulager des nausées, de l'ulcère et autres. Mais attention,
Ses conséquences sur la santé à court et moyen long terme sont dangereuses et parfois même irréversibles. On parle à présent de cette tendance qui consiste à remettre systématiquement à demain une ou des actions que l'on pourrait faire le jour même. Il s'agit de ce qu'on appelle la procrastination. Ce 25 mars, c'est la journée mondiale dédiée à cette prédisposition parce que justement on considère généralement la procrastination comme une très mauvaise habitude. Cette journée a été créée pour dédramatiser la tendance à reporter certaines tâches au lendemain et souligner les bienfaits de la procrastination, à savoir une occasion de se mettre en mode pause et de réfléchir au monde moderne ainsi qu'au rythme de vie effréné qu'il impose. Et cette maladie, la maladie du sommeil, très peu connue, qui fait partie des pathologies que l'on retrouve en Afrique subsaharienne, notamment dans les zones rurales. Elle se transmet par une mouche appelée tsetse et elle crée un état de sommeil permanent. Causes, conséquences et manifestations de la maladie du sommeil, c'est à travers cet élément. Communément appelée la maladie du sommeil, la trypanosomiase humaine africaine, comme le paludisme, est une maladie parasitaire. Elle est causée par une mouche dénommée tsetse. Le mode de transmission, c'est la piqûre d'un sujet sain par une mouche, la glossine qu'on appelle la mouche tsetse, qui est infestée. Donc c'est cette glossine qui va transmettre le parasite à un individu sain. Difficile dans l'établissement du diagnostic, ces symptômes sont souvent attribués au paludisme. Les signes ne sont pas très spécifiques. Donc, pourtant, les gens peuvent porter la maladie sans savoir. Il va y avoir des poussées de fièvre, de céphalée, de courbatures, des ganglions enflés, des choses comme ça. Le sujet va peut-être traiter son paludisme comme d'habitude et continuer son chemin. Il y a les troubles de la sensibilité, par exemple. C'est quelqu'un, quand vous allez toucher, il ne va même pas sentir, la sensibilité superficielle. C'est quand la sensibilité profonde est atteinte, lorsque vous mettez du feu, quelque chose, il ne va même pas savoir. Lorsque tu soupçonnes une maladie, une trypanosomose humaine africaine, tu demandes au malade de fermer une porte, de tourner une clé dans la porte. Il ne peut pas le faire parce qu'il va ressentir une douleur à ce niveau-là. Les lésions causées par la piqûre de cette mouche évoluent et peuvent entraîner chez le patient un coma, voire la mort. C'est une maladie, lorsqu'elle n'est pas dépistée, traitée tôt, inévitablement c'est la mort. Mais lorsque le dépistage est précoce, les perspectives de guérison sont bonnes. Mais je dois avouer que ce n'est pas un traitement simple à faire par n'importe qui. C'est un traitement très compliqué, complexe, qui se fait dans une hospitalisation avec des spécialistes pour un suivi correct parce que c'est des médicaments très toxiques. La transmission des trypanosomes est restreinte à des zones rurales précises. Fort heureusement, au Bénin, cette maladie est quasi inexistante. Cette maladie a été endémique au Bénin pendant longtemps, dans les départements de la Takora et de la Donga. Je pense depuis le 31 décembre 2021, le Bénin a été déclaré comme un pays ayant éliminé l'ATHA. Donc on peut se dire fort heureusement que cette maladie n'est plus d'actualité au Bénin. Accentuer la surveillance et les efforts sanitaires, voilà les gages de l'élimination de la maladie du sommeil. Et vous souvenez-vous de cette époque où les téléphones portables n'étaient pas scotchés à nos mains? Alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter, les smartphones peuvent s'avérer des appareils potentiellement dangereux, justement parce que les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocives pour le cerveau. Du moins, c'est ce que nous dit ce médecin neurologue. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation du téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeur du cerveau,
qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs, selon leur grade, qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil, qui utilisent le Bluetooth. Et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Hors de nos frontières à présent, à Ouagadougou, au Burkina Faso, existe un terrain de golf unique en son genre. Ici, pas de pelouse soigneusement arrosée, mais de la terre et des cailloux. Le green est donc remplacé par un brown. Découverte. Dans ce paysage désertique en périphérie de la capitale burkinabé, deux silhouettes traînent péniblement leur caddie sous un soleil de plomb. Car c'est ici, au milieu des arbustes et des cailloux, que se dresse le club de golf de Ouagadougou. Un parcours de 18 trous homologué par la Fédération française, dont le green, composé de sable et d'huile, n'a pourtant rien de vert. Le Burkina, c'est un pays où on a besoin de l'eau. Et déjà que le golf, c'est un sport qui est décrit, indiqué que c'est un sport de bourgeois. Donc si on se permet encore de venir verser de l'eau ici pour qu'on va sortir du gazon, je pense qu'on ne va pas nous laisser jouer ici. Pour arroser un terrain de cette taille, il faudrait plus de 5000 mètres cubes d'eau par jour, l'équivalent de la consommation de 12 000 personnes. Impensable donc de jouer sur gazon au Burkina, un pays durement frappé par la sécheresse et où 90% de la population vit de l'agriculture. Les joueurs, eux, semblent satisfaits de cette alternative et s'amusent même du handicap supplémentaire imposé par le terrain. Il y a de ces imprévus-là. Tu peux taper ta balle et puis ça cogne un caillou, ça change carrément la trajectoire de la balle. Mais ça fait partie aussi du jeu. C'est ça aussi qui rend un peu atypique le parcours de Ouagadougou. Le golf est considéré comme l'un des sports les plus polluants au monde, notamment à cause de sa consommation d'eau. Mais à Ouagadougou, ces amoureux du sport montrent qu'il est possible de s'exercer au putting et au drive, tout en restant écolo. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 19h45 à retrouver sur le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À demain.